Ce qui est important, je crois, pour un anthropologue, c'est d'être longtemps sur le même terrain et de revenir, parce que, bon, la vérité est feuilletée, donc elle se feuillette au cours du temps, et on la relit, et on la revoit autrement, etc. Et, donc, et la fidélité compte beaucoup pour les gens. Le côté hit and run, on arrive, on prend l'oseille, on se tire, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand on revient sur le terrain, les gens sont très très contents. Et il y a un rapport affectif qui se crée, on élargit ses expériences. Donc j'ai jamais compris ce côté travail de PhD et puis c'est fini. On occupe des fonctions universitaires et le terrain est oublié. Donc je crois que c'est très important. Mais en même temps, il ne faut pas non plus être monomaniaque, il faut aller sur le terrain des autres. Et donc ça m'a beaucoup intéressé aussi. C'est par exemple avec Victoria Ebin, qui est une anthropologue américaine, qui travaillait sur les Mourides au Sénégal. On a fait un film qui était... c'est peut-être le film où on a eu le moins de liberté, parce que les Mourides contrôlent le rivage médiatique. Et donc ils nous ont donné ce qu'ils voulaient bien nous donner. Au point qu'à un moment donné, on s'est demandé si on allait continuer le film ou pas. Mais on a conclu nos examens de conscience sur l'idée qu'en suivant leur logique, on découvrait des choses. Et alors, plutôt que de faire un portrait donc bon, en gros, l'histoire du mouridisme, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui n'a pas obéi aux injonctions des autorités coloniales, et donc qui a été déporté. Alors on en a fait un peu abusivement, à la fois de la part des colons, un résistant à la colonisation, simplement parce que lui n'obéissait qu'à Dieu, mais il n'a jamais posé le moindre acte de révolte. Et les Sénégalais aussi en ont fait une figure de résistance, alors que sa résistance était mystique, c'était pas politique. Mais néanmoins, il a été déporté plusieurs fois, et chaque fois qu'il est revenu, son aura a augmenté. Et donc le mouridisme est devenu un État dans l'État, avec un califat vraiment basé à Touba, avec une ville dans un endroit impossible où il n'y avait rien, et qui est maintenant devenue une des villes les plus importantes du Sénégal, avec une mosquée. Et donc avec aussi, dans la mesure où l'État a été un peu privatisé et détourné de ses fonctions normales, le mouridisme a créé une structure alternative. Et donc les gens se tiennent entre eux, il y a des éléments de solidarité, c'est diasporique. Il y a des mourides en Italie, ils ont un grand festival qui est le Magal, qui a lieu aussi en Italie, où ils ont des gens à New York. Et donc il y a des commerces aussi, par exemple de voitures, des importations de voitures à partir d'Anvers, en Belgique. Donc on a essayé de rendre compte de ça. Et alors au lieu de faire un portrait, on a pris des différents personnages qui se situent un peu dans un ordre logique. C'est-à-dire on commence par un tout petit commerce qu'on appelle la boutique d'épaule. On tient une petite boîte et on vend des peignes ou des lacets, des choses comme ça, des lampes de poche, des lunettes solaires et tout ça. Et puis des pagnes et tout, et puis des boutiques avec l'électroménager, des choses comme ça. Et puis on peut arriver à finalement le commerce de voitures, des choses comme ça. Et donc on a fait c'était l'idée de suivre plusieurs personnages pour reconstituer soit une carrière idéale typique, soit différents cas d'inscription. Parce que au départ, les Mourides se sont d'abord investis dans l'arachide, ce qui était déjà un compromis quand même entre Cheikh Ahmadou Bamba et les autorités coloniales, c'est qu'il a été le promoteur de cette culture de monoculture d'arachide, qui à un moment donné est tombée en crise, comme toutes les monocultures un jour. Et ils se sont convertis dans le commerce. Et on peut dire que le marché de Sandaga, qui est le principal marché de Dakar, qui était en tout cas, était contrôlé par les Mourides. C'était le secteur informel, quoi. Et donc c'est un secteur informel, mais pas si informel que ça. C'est assez organisé. Donc on a fait ça. Bon, c'était intéressant sur le plan de la liberté d'évoluer, mais je pense que bon, il y a des exemples classiques aussi où
Si on fait, un film sur le Ku Klux Klan, on n'a pas le droit non plus de faire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on apprend si on les suit dans leur logique? Bon, moi, j'ai aucune envie de faire ça, mais c'est peut-être important que quelqu'un le fasse. Alors un autre film, les autres films, c'est les Bijago, c'est deux petits films qui n'ont pas grande prétention, parce là on a filmé sans opérateur, c'est nous-mêmes, c'était des films modestes, et ils sont assez courts, mais le phénomène est extraordinaire, parce que donc, les îles Bijago, c'est un archipel de 88 îles, je crois, dont une partie seulement est habitée, et qui sont à 7 heures de bateau de la côte de la Guinée-Bissau. Et c'était des marins experts, je crois qu'ils ont cessé de l'être, parce qu'on a failli y passer. Mais ils ont cette particularité qu'ils ont un culte de possession assumé par les femmes. C'est-à-dire que, si on veut, la hiérarchie religieuse officielle est masculine, mais en fait, la hiérarchie réelle est féminine. C'est-à-dire que dans tous les villages, pratiquement, il y a des temples. Et bon, c'est des filiations matrilinéaires chez les Bijago. Donc déjà, la structure de pouvoir est quand même plus à polarité féminine. Il y a même une reine, etc., même plusieurs. Et c'est un système assez compliqué. Il y a un livre de Christine Henry qui est assez complet sur le sujet. Et puis il y a aussi un livre basé sur l'art, parce qu'il y a une sculpture par Daniel Duquette qui avait travaillé dans les années 70, je crois. Et donc, bon, nous on a fait ces films-là. Et donc là, le principe, c'est que toutes les femmes sont possédées. Toutes les femmes. Et alors, ça arrive plus ou moins tôt dans leur vie, et elles sont possédées par qui? Pas par des dieux, etc., mais par les principes spirituels d'un bébé mort, d'un bébé mâle mort avant d'être initié. Et parce que tous les hommes doivent être initiés dans un truc qu'on appelle fanado, qui est l'initiation. Et c'est à cette seule condition qu'ils peuvent arriver à une fin paisible. Si ils meurent avant d'être initiés et que personne ne s'occupe de les initier post-mortem, ils deviennent des mauvais morts qui hantent les vivants, viennent les persécuter, etc. Donc ces femmes sont... Alors visuellement, c'est assez compliqué parce qu'elles incarnent des hommes, mais elles portent des jupes de fibres. Énormes jupes de fibres violettes ou de couleurs différentes suivant la catégorie, l'âge, etc. Et donc, quand une femme est possédée, d'abord, elles vivent des réclusions à l'intérieur de sortes de couvents, un peu comme les vaudous, hein, où elles sont gérées entre femmes, avec une prêtresse suprême, etc. Et quand elles se manifestent, elles incarnent donc un homme qui, par exemple, là dans le film, il y a un guerriero qui est mort dans la guerre contre les Portugais. Et donc, il a disparu, on n'a pas retrouvé son corps, mais il est revenu dans le corps d'une femme. Donc, ses parents le reconnaissent. Et alors, ces femmes se conduisent à ce moment-là comme les hommes qu'elles incarnent, c'est-à-dire qu'elles boivent. On boit beaucoup chez Bijago, la cana, l'alcool de canne, je sais pas. Et donc, elles boivent, elles parlent comme des hommes, elles fument, elles arrêtent de faire la cuisine, mais c'est des longues périodes, hein, donc les types tirent un peu la tronche. Et elles ont un pouvoir qui est un peu un pouvoir par procuration, mais néanmoins, bon, tous les pouvoirs sont un peu par procuration, ça leur donne visiblement un certain plaisir. Et il y a tout un circuit aussi entre les îles, c'est-à-dire qu'il y a des rituels qui ne peuvent avoir lieu que dans une autre île. Donc il faut prendre un bateau, il y a des enterrements qui se font sur une autre île, etc. Donc on a essayé de documenter tout ça. Et bon, comme le pays a vécu sous la dictature portugaise jusqu'en 1975, c'est resté un peu à l'abri de la modernité. Alors maintenant, par contre, il y a de plus en plus de projets, etc. Donc ça risque de changer. Et puis il y a aussi une forte émigration
vers Bissau, la capitale.